Voilà, il est 15 heures, donc je vous propose de commencer notre première audition de l'après-midi, mais bien sûr pas la première audition depuis la mise en place de cette commission d'enquête. Donc, monsieur le directeur, monsieur le coordinateur interministériel, monsieur le rapporteur, nous poursuivons aujourd'hui donc nos travaux en recevant monsieur François Adam, qui est directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, que l'on appelle plus communément la DHUP, accompagné de monsieur Simon Hufetot, coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments, que nous avons d'ailleurs déjà eu le plaisir d'entendre il y a quelques semaines de cela. Monsieur Adam, vous dirigez depuis 2018 la DHUP, qui est, je le rappelle, la direction du ministère de la Transition écologique chargée de répondre aux besoins en logement de nos concitoyens. Auparavant, vous avez notamment été directeur général adjoint de Paris Habitat, l'Office public de l'habitat de la ville de Paris, de 2006 à 2010, puis vous avez été directeur général adjoint de l'Agence nationale de la cohésion sociale jusqu'en 2012, ainsi que directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics de 2015 à 2017. Votre audition doit nous permettre de mieux comprendre le rôle de la DHUP dans la rénovation énergétique des bâtiments, alors que votre direction est chargée de l'élaboration, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments et qu'elle a pour ambition de faire du bâtiment un levier effectif du développement durable en œuvrant à l'amélioration de ses performances énergétiques. Après presque 5 ans à votre poste, vous êtes donc particulièrement qualifié pour avoir une vision d'ensemble de cette politique, de la manière dont sont fixés les objectifs et dont elle est pilotée. Il nous serait fort précieux que vous puissiez nous faire part de votre diagnostic et des améliorations que vous souhaiteriez voir aboutir. Comment l'action de la DHUP s'articule-t-elle avec les autres acteurs de la rénovation énergétique? Cette gouvernance est-elle, selon vous, perfectible? Comment peut-on, selon vous, passer de la massification des gestes de rénovation à la massification des rénovations globales? Par ailleurs, j'observe que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander une dissociation entre la décarbonation de l'énergie consommée pour atteindre la neutralité carbone et pour protéger le climat et l'isolation des bâtiments afin de lutter contre la précarité énergétique et de limiter la consommation et donc la production d'énergie. Cette dissociation vous semble-t-elle pertinente? Plus en détail, comment analysez-vous les débats actuels autour de la fiabilité du DPE et le calendrier des obligations établies par la loi Climat et Résilience en termes d'interdiction de louer ou de réalisation d'audits énergétiques? Ces objectifs sont-ils réalistes sans conséquences graves pour le marché du logement? Sur ce sujet, votre direction a publié en octobre 2022 une feuille de route contenant différentes propositions afin d'améliorer la qualité du diagnostic de performance énergétique, alors que son manque de fiabilité a été dénoncé par plusieurs acteurs de la rénovation énergétique. Pouvez-vous nous détailler les objectifs de cette feuille de route et éventuellement en dresser un premier bilan? Avant de vous laisser la parole, pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende.
Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Eh bien, vous avez maintenant, monsieur le directeur, la parole pour une quinzaine de minutes. Je vous en remercie et ensuite notre rapporteur viendra compléter mes propos et vous poser un certain nombre de questions supplémentaires, ainsi que nos deux collègues qui viennent à l'instant de nous rejoindre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie d'abord de votre invitation et je suis effectivement accompagné de Simon Hufetot que vous avez déjà auditionné pour le champ qu'il coordonne effectivement et qui, si vous en êtes d'accord, pourra compléter sur un certain nombre de points compte tenu du champ assez vaste de vos interrogations aujourd'hui. Donc voilà, Simon n'hésite pas à compléter. Alors, peut-être, effectivement, si vous permettez, en liminaire, pour situer d'abord l'intervention de la DHUP dans l'ensemble des acteurs, et puis peut-être un bref retour sur la séquence que nous avons connue ces dernières années en matière de rénovation énergétique et sans doute la séquence nouvelle qui s'ouvre. Alors, la DHUP, donc aujourd'hui au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le champ qui vous intéresse, finalement, a deux compétences principales. D'abord, elle est responsable de la préparation de la législation et de la réglementation en matière de construction et donc de performance énergétique du bâtiment et tout ce qui lui est, je dirais, associé et connexe, par exemple le diagnostic de performance énergétique, l'audit énergétique sur lesquels je reviendrai, et aussi de la préparation des positions françaises dans le cadre des négociations européennes sur ces questions. Et il y a des sujets d'ailleurs importants en cours sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Et puis, deuxième aspect, nous participons à la préparation des textes et au pilotage financier concernant les aides à la rénovation énergétique, et ce, donc conjointement avec la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc je dirais que nous avons une complémentarité. Par exemple, la DGEC est spécialement responsable du dispositif des C2E, qui est très important. Tout ce qui concerne MaPrimeRénov' est globalement conjoint. C'est la DHUP qui, en pratique, rédige les textes, mais vraiment en lien très étroit avec la DGEC. Et nos deux directions sont co-tutelles de l'Agence nationale de l'habitat, qui a été confiée donc la distribution des aides budgétaires, qu'il s'agisse de MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' Copropriété, donc cet ensemble de trois dispositifs qui fonctionnent actuellement. Donc voilà les deux compétences principales que nous avons. Et donc, comme je l'ai du coup en partie indiqué, dans le paysage des acteurs, nous avons donc une articulation très étroite avec la DGEC et donc avec l'opérateur ANA. D'où le besoin d'avoir un dispositif de coordination fine qui s'est traduit par la création de la mission dirigée par Simon Hufetot, qui est rattachée conjointement aux deux directions. Et puis, évidemment, dans l'ensemble des autres acteurs, c'est un sujet qui est éminemment interministériel, donc qui amène un dialogue constant avec le ministère de l'économie et des finances, aussi bien sur les aspects budgétaires, éventuellement fiscaux, et plus largement de financement, d'impact économique, qui donc sont suivis spécifiquement par la Direction générale du Trésor. Je mentionne, je pense que ce n'est peut-être pas le cœur de votre interrogation aujourd'hui, il y a dans les aspects de rénovation énergétique la question complexe des bâtiments publics. Donc là, en revanche, nous avons un rôle peut-être plus limité, puisque, comme vous le savez, s'agissant des bâtiments de l'État, c'est vraiment de la responsabilité de la direction de l'immobilier de l'État, qui est rattachée au ministre de l'économie et des finances. Et s'agissant des collectivités territoriales ou de leurs opérateurs, c'est une responsabilité que, disons, nous partageons avec, s'agissant de l'État, avec la Direction générale des collectivités locales, et puis qui, bien sûr, relève au premier chef des collectivités territoriales, des collectivités territoriales elles-mêmes.
Donc ça c'est, j'essaie de décrire rapidement notre place dans les acteurs État, mais il faut souligner que c'est une politique dans laquelle il y a évidemment de nombreux autres intervenants que l'État. Alors bien sûr, au premier rang, les collectivités territoriales, notamment au sein du bloc communal, certains EPCI aux communes, notamment parmi les plus grands qui sont actifs en matière d'accueil, d'orientation sur la rénovation énergétique et qui, pour certains d'entre eux, sont également délégataires des aides de l'ANA ou ont développé leur propre dispositif d'aide en matière de rénovation énergétique. Donc, il y a un acteur important, collectivité territoriale. Et puis, bien sûr, il y a l'ensemble, disons, des professionnels au sens le plus large. Donc, les professionnels, ce sont à la fois les entreprises qui réalisent les travaux, mais aussi, disons, tous les professionnels qui jouent un rôle d'expertise à différents stades de la chaîne immobilière. Donc ça va être le cas des diagnostiqueurs immobiliers, ça va être le cas des professionnels qui réalisent des audits, qui sont en partie les mêmes que les diagnostiqueurs, mais pas tout à fait. Jouent aussi un rôle éminent dans cette chaîne les notaires, qui, dans le cadre des transactions immobilières, sont amenés à un certain nombre de vérifications. C'est aussi tous les professionnels qui sont amenés à réaliser diverses études. Voilà, par exemple, quand il s'agit d'interventions sur des immeubles un peu importants, je pense aux copropriétés, aux immeubles du secteur du logement social. Donc voilà, quand on rénove, ça prend une ampleur qui est bien plus considérable que pour une maison individuelle. Donc Et puis il y a également, et c'est important, les fournisseurs d'énergie qui sont aussi les obligés au titre des certificats d'économie d'énergie, et qui donc à ce titre joue un rôle important dans le fonctionnement, enfin un rôle même essentiel dans le fonctionnement concret du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et puis, je dirais, l'ensemble des producteurs d'équipements qui sont aussi importants. Voilà, qu'il s'agisse des équipements de différents types de chauffage performants, et pompes à chaleur, et aussi, parce que c'est souvent très lié, production d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez, il y a un secteur économique extrêmement large et diversifié, qui d'ailleurs est globalement me semble-t-il, plutôt dynamique et qui, dans son principe, adhère plutôt aux objectifs de cette politique publique. Ce qui n'empêche pas ensuite des discussions qui peuvent être évidemment compliquées quand on est amené à concerter sur des réglementations, sur l'évolution des financements. Donc ça fait partie, je dirais, du fonctionnement normal d'une politique publique. Mais je tiens à souligner une relation, il me semble-t-il, globalement plutôt constructive avec ces professionnels. Donc un écosystème qui est quand même large et assez complexe. Et je voudrais en tout cas souligner le fait que nous sommes très conscients nous essayons d'être conscients en permanence de ce que peut faire l'intervention publique et de ce qu'elle ne peut pas faire. Nous sommes très conscients du fait que la rénovation énergétique de 30 millions de résidences principales, puisque c'est à peu près ça l'objectif aujourd'hui, si on exclut les logements les plus récents ou déjà très très performants, c'est d'abord la décision des propriétaires, qu'il s'agit dans certains cas de contraindre par des outils juridiques, mais le plus souvent il s'agit de les inciter à prendre une décision de travaux en les informant, en expliquant, en essayant de les convaincre, de les aider financièrement bien sûr, de leur apporter aussi les compétences des professionnels qui peuvent les aider. Mais c'est donc une décision qui est quand même par construction très, très dispersée et avec des propriétaires qui vont de grands bailleurs sociaux qui ont plusieurs centaines de milliers de logements jusqu'aux propriétaires d'un lot de copropriété ou d'une maison individuelle. Donc c'est une diversité très grande et c'est un facteur évidemment de difficulté et de complexité. Si maintenant j'essaie de porter un bref regard sur la politique de rénovation énergétique, alors, je pense que d'abord, c'est important de mesurer le fait que sur la dernière décennie, on a eu une politique en construction qui a amené à la situation d'aujourd'hui avec des étapes successives. On voit qu'il y a un certain nombre d'outils, je pense aux réglementations thermiques, au diagnostic de performance énergétique, au premier texte européen fixant des objectifs en matière de réduction
réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui remonte à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a un certain nombre d'outils financiers qui se sont mis en place plutôt au début des années 2010, les interventions de l'ANA, le programme Habiter mieux, par exemple, premier programme de subvention de grande ampleur pour la rénovation des logements, le crédit d'impôt transition énergétique, qui a joué son rôle, même si maintenant il a été remplacé par autre chose. Voilà, donc ça, c'est 2 premières étapes. Ensuite, clairement, il y a eu une évolution très importante sur la période 2019-2020, donc sous le précédent quinquennat, 2020-2021, donc qui s'est traduite par une réforme profonde du dispositif d'aide, avec notamment la disparition du CITE et la création de MaPrimeRénov', loi de finances pour 2020. C'est également la 2e stratégie nationale bas carbone qui a été approuvée début 2020. Et puis c'est la Convention citoyenne sur le climat qui a ensuite débouché sur la loi climat et résilience de 2021 avec un certain nombre d'éléments qui sont très nouveaux et notamment la notion d'indécence énergétique des logements locatifs qui joue un rôle très important, mais aussi l'obligation d'audit réglementaire, l'obligation de DPE collectif dans un certain nombre d'immeubles dans les années à venir. Et donc, ça, c'est 2019, 2020, 2021. Donc, on est maintenant en 2023. Et donc, on peut jeter, je pense, un premier regard sur l'état de la situation. Je pense que c'est sans doute un des objectifs de votre commission. Il me semble qu'on peut dire qu'on est peut-être en 2023, un moment où d'autres évolutions peuvent intervenir ou être nécessaires. Alors, quels sont les facteurs d'évolution aujourd'hui? C'est d'abord l'évolution des objectifs européens à travers donc ce qu'on appelle le Fit for 55 en anglais, le paquet climat que la Commission européenne a présenté en 2021, qui est en cours d'adoption avec les négociations de toute une série de directives, mais en tout cas se traduit par l'objectif fondamental de réduction des émissions de l'Union européenne de moins 55% en 2030 par rapport à 1990, alors qu'on était jusqu'à présent sur moins 40%, et qui donc amène la France à revoir sa stratégie globale à travers la préparation donc d'un projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat qui devrait en principe être déposé en milieu d'année 2023 et auquel sera associée une nouvelle SNBC, mais aussi d'ailleurs un nouveau plan d'adaptation au changement climatique, une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est clairement... il y a une évolution qui est liée à ces textes européens. Et si on aura peut-être l'occasion de le faire, il y a un certain nombre d'éléments dans la directive sur la performance énergétique du bâtiment, qui est actuellement en négociation, la directive sur l'efficacité énergétique, qui est en fin de négociation, des sujets qui auront un impact direct sur la rénovation énergétique. Il me semble qu'un deuxième facteur d'évolution important, c'est la démarche de planification écologique. Qui a été introduite par le président de la République au début de son second mandat et qui, comme vous le savez, est désormais menée, pilotée donc par la Première ministre et confiée notamment à une structure qui lui est directement rattachée, le secrétariat général à la planification écologique, et qui joue un rôle donc très important dans la réflexion et la préparation de la déclinaison des objectifs européens de la France et la préparation de la loi de programmation. Et en ce moment même, notre administration, notre ministère est associé à des travaux très réguliers et des réunions présidées par la Première ministre portant notamment sur la décarbonation du secteur du bâtiment et donc le sujet de la rénovation, de la rénovation énergétique. Voilà, ça me paraît être deux éléments qui font que l'année 2023 est sans doute une année de réflexion en vue de ce qui sera peut-être encore une nouvelle étape de la politique de rénovation énergétique en 2024. Alors il est peut-être trop tôt pour en tracer des contours précis, mais ça sera certainement un aspect, un élément important qui sera débattu devant le Parlement lors de la loi de programmation et peut-être sur certains aspects aussi dans les futurs textes financiers, évidemment. Voilà, je ne sais pas si... sur ce point, est-ce que sinon j'ai oublié des...
des facteurs d'évolution. Alors, ensuite, si vous permettez, donc je reviens à vos questions. Alors, vous, Madame la Présidente, vous avez d'abord évoqué cette question de la massification et versus ou avec des rénovations performantes. Alors, je pense que c'est un sujet sur lequel, il est important d'avoir, à mon sens, une approche qui est assez nuancée. Si on regarde le dispositif actuel, donc tel qu'il existe grosso modo depuis la création de MaPrimeRénov' en 2020, nous avons d'ores et déjà, si on regarde bien, à la fois des aides qui concernent des rénovations par geste, qui en effet, c'est là qu'on a vu la massification de manière la plus forte, puisqu'on est à presque 600 000 gestes aidés à ce titre en 2021 et ensuite en 2022. Mais tout en conservant des dispositifs importants d'aide à la rénovation globale, alors qui certes n'atteignent pas les mêmes volumes, donc ça c'est une réalité, mais qui sont quand même à des volumes qui ne sont pas négligeables. Donc c'est MaPrimeRénov' Sérénité, donc rénovation globale pour les ménages modestes et très modestes, c'est quand même près de 40 000 dossiers en 2022. Et puis, c'est le dispositif spécifique aux copropriétés, MaPrimeRénov' copropriété, qui donc a été créé au milieu de l'année 2021, qui en 2022 a quand même fait plus de 22 000 logements aidés. Donc, en effet, ça n'est pas la même volumétrie que les aides par geste, nous en sommes tout à fait conscients, mais on ne part pas de rien et ces dispositifs, ils existent et ils ont quand même un impact de plusieurs dizaines de milliers de logements par an, donc qui n'est pas du tout négligeable. Je voudrais vraiment souligner ce point. Et donc, nous, au niveau de l'administration, et je pense que c'est finalement, il y a une forme peut-être de consensus aujourd'hui sur le fait qu'il faut faire davantage de rénovations performantes. Je pense qu'on en est tous convaincus sur le principe. Néanmoins, nous avons tendance à penser qu'il faudra sans doute essayer de modifier l'équilibre qu'on a actuellement, c'est-à-dire les aides par geste. Est-ce qu'il faudra continuer une hausse, stabiliser, qu'il y en ait un peu moins? Bon, c'est un point de débat. Et dans le même temps, il faudra certainement beaucoup plus de rénovation performante. Donc ça nous semble la bonne orientation et c'est, disons, en ce sens que les travaux de réflexion sont actuellement conduits. Je pense néanmoins qu'il faut bien mesurer que, comme je disais tout à l'heure, on est sur des décisions de propriétaires. Une rénovation performante par rapport à un geste de rénovation, typiquement changer de système de chauffage, donc le cas le plus fréquent, bien connu, je passe d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur dans une maison individuelle. Ça n'est pas le seul, mais disons qu'il est assez fréquent et donc on peut le prendre un peu comme référence. Une rénovation globale, c'est pour un propriétaire une décision qui est quand même plus lourde, qui est donc évidemment plus coûteuse. Elle bénéficiera de plus d'aides, mais reconnaissons-le, le reste à charge en euros, il sera aussi plus élevé. Je pense que ça, c'est l'état de la situation. Et puis, c'est aussi plus contraignant d'un point de vue opérationnel. Ce sont des travaux qui sont plus longs, qui font que, peut-être à un moment, une partie du logement qui est plus complètement habitable. Donc, c'est un ensemble de contraintes. Donc ça n'est pas si simple pour les particuliers de prendre cette décision. D'où la nécessité évidemment de les informer, de les accompagner, d'où l'obligation d'accompagnement qui découle de la loi climat-résilience et qui est en vigueur d'ailleurs pour les aides à la rénovation performante des ménages modestes dès maintenant. Mais donc ça nous amène, nous semble-t-il, à être quand même assez prudent sur le rythme de développement qu'on pourra atteindre sur la rénovation performante. Donc il faut en faire plus, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on va doubler d'une année sur l'autre. Je prends ce chiffre un peu au hasard. Ça n'est d'ailleurs pas très facile de se dire quel est le rythme de progression réaliste qu'on peut envisager. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas un bon objectif. Je pense qu'on le partage vraiment, mais disons les précautions que j'évoque nous amènent plutôt à l'idée qu'il faudra donc maintenir un équilibre entre des aides par geste qui
ont aussi leur intérêt et qui ont un impact tout à fait mesurable en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre et d'économie d'énergie. Et puis une montée en puissance des rénovations performantes, mais qui sera une montée en puissance, je dirais, aussi rapide que possible, qui doit s'appuyer sur un système d'aide attractif, sur un accompagnement qui donne confiance, mais malgré tout à un rythme qui ne pourra pas être exagérément, qui va être limité finalement par la demande des ménages. Enfin, c'est ça le point majeur que nous, par construction, nous ne contrôlons pas complètement. Du coup, vous évoquiez, Madame la sénatrice, un concept finalement de découplage entre décarbonation et isolation. Alors, c'est vrai que c'est vrai que les objectifs européens en matière de carbone sont tellement ambitieux qu'ils peuvent conduire dans un certain nombre de cas à se dire que la priorité immédiate, en tout cas pour la première décennie, on a un objectif 2030 que la France a accepté, qui est donc contraignant. Donc dans cette première décennie, ça peut amener dans un certain nombre de situations à réaliser un certain nombre de travaux, notamment de changement d'énergie, qui ont un impact immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, quel que soit le logement, le changement d'énergie a un effet, mais clairement, on a un effet encore plus grand si on traite en même temps, j'allais dire, l'enveloppe, et donc notamment l'isolation du bâti, des combles, des planchers, etc. Et donc, ça amène à l'idée qu'il faudra à l'avenir, et d'ailleurs on revient un peu sur le sujet précédent, combiner davantage de rénovations performantes où on traitera à la fois le vecteur de production d'énergie et l'enveloppe, et puis notamment dans cette décennie jusqu'à 2030, un certain nombre de changements d'énergie qui seront réalisés de manière isolée. En ayant en tête l'objectif 2050 de l'Union européenne, donc la neutralité carbone en net, en tenant compte du puits de carbone, et puis l'objectif pour le secteur du bâtiment qui a amené l'ensemble du parc au niveau BBC en 2050. C'est ce qui est inscrit actuellement dans la loi. Donc il y a là effectivement une réflexion qui est assez délicate entre comment atteindre l'objectif 2030 tout en ayant une démarche qui prépare l'étape suivante. Et alors c'est une réflexion qui est compliquée dans l'habitat individuel, mais qui peut-être l'est encore plus dans l'habitat collectif. Et c'est typiquement une discussion que nous avons actuellement avec le secteur du logement social. Et le secteur du logement social nous dit, et il peut avoir de bonnes raisons pour tenir ce raisonnement, que dans l'habitat collectif, quand on lance des travaux, on essaye de se projeter sur un temps long et de ne pas intervenir, je dirais, de manière répétée dans les mêmes logements, pour des raisons de réalisation opérationnelle, de réaction des locataires, etc. Donc on entend ce raisonnement. Mais en même temps, nous sommes maintenant dans un schéma où les objectifs européens sont bien dans 2 temps et avec un objectif à 2030 qui matérialise aussi l'urgence de l'action climatique. Donc ce raisonnement, j'allais dire, patrimonial et technique des gestionnaires de logements collectifs, que j'entends tout à fait, il n'est pas sûr qu'on pourra le suivre complètement. Voilà. Et je reconnais que c'est une difficulté, et ça crée un problème opérationnel supplémentaire. Donc, du coup, c'est vrai que le débat que vous indiquez me semble en effet exister aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut bien prendre la mesure des objectifs 2030 qui sont fixés en émissions de CO2. Donc c'est quand même ça qui va finalement, qu'on le veuille, qui va orienter les choix politiques nationaux, me semble-t-il, compte tenu de l'objectif européen. Vous m'avez ensuite interrogé sur le diagnostic de performance énergétique. Alors, c'est un sujet effectivement assez
assez structurant sur cette politique de rénovation énergétique, puisque on a coutume de dire que le DPE, c'est un peu le thermomètre qui va mesurer la performance d'un logement. Là, d'ailleurs, pas seulement à travers l'étiquette, qui est généralement ce qu'on retient, hein, mais comme vous savez, cette étiquette, elle dépend d'une mesure de consommation d'énergie conventionnelle et d'émissions de gaz à effet de serre, donc ils sont également apparents dans le DPE. Donc, hein, le DPE, c'est beaucoup plus d'informations que seulement l'étiquette qui résume. Alors le DPE, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un outil qui à l'origine a été créé dans les années 2000. Donc il y a eu finalement une première génération de DPE avec une première méthodologie qui s'appuyait fréquemment sur les factures. On a ensuite donc changé assez profondément de méthode en 2021. Donc c'est assez récent, c'est milieu d'année 2021. Donc ça fait moins de 2 ans. Pour passer finalement à un calcul conventionnel où on essaye, par une méthode modélisée, de s'abstraire de l'usage d'un logement, mais d'essayer d'apprécier uniquement la performance de son enveloppe et de ses systèmes de chauffage. Donc on a une méthode dite conventionnelle. Qui a quand même cet avantage de permettre la comparaison, disons, technique entre différents logements, indépendamment des choix que fait ensuite l'occupant sur la température qu'il souhaite, sur le temps où il est présent dans le bâtiment, sur sa manière de l'utiliser en général. Alors cette réforme, elle a été mise en place avec un délai relativement contraint à l'époque du point de vue des professionnels. Donc c'est vrai qu'il y a eu une durée finalement relativement courte entre la publication de la méthode et puis l'entrée en vigueur de celle-ci le 1er juillet 2021. Du coup, un certain nombre de corrections de méthode, comme vous le savez peut-être, ont dû être opérées à l'automne 2021, compte tenu des premiers retours sur la méthode qui nous sont remontés des professionnels, donc des diagnostiqueurs, qui sont représentés par plusieurs fédérations avec lesquelles nous avons des relations de travail évidemment très fréquentes. Depuis cette correction fin 2021, notre sentiment, c'est qu'il n'y a plus vraiment de discussion sur la méthode elle-même. En revanche, nous avons maintenant un problème, disons, de qualité, d'homogénéité de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, et qui s'est traduite, comme vous l'avez certainement relevé, par un certain nombre d'enquêtes, d'articles de presse ou de sollicitations d'élus, de parlementaires sur cette question, ou d'ailleurs aussi de contentieux qui ont été portés devant les juridictions civiles pour engager, dans certains cas, il y a eu un exemple récent d'ailleurs qui était jugé en cour d'appel, je crois, qui était monté jusqu'en appel, de la responsabilité de diagnostiqueurs qui avaient pu faire des erreurs dans tel ou tel diagnostic. Donc notre analyse aujourd'hui, c'est qu'on a bien une difficulté d'homogénéité qui renvoie finalement à un problème de qualité de la prestation rendue par le diagnostiqueur. D'où l'élaboration à l'automne, au milieu de l'année 2022, d'une feuille de route qui est une sorte de programme de travail concerté avec les représentants des diagnostiqueurs, et qui comprend donc un certain nombre de volets d'information, de sensibilisation des professionnels de l'immobilier, des propriétaires, parce que les propriétaires ont, j'allais dire, aussi un rôle à jouer en fournissant le maximum de données et de données exactes et vérifiées aux diagnostiqueurs pour que celui-ci les intègre dans le calcul qu'il réalise ensuite avec l'appui d'un logiciel. Et puis, il y a une composante dans cette feuille de route sur la formation et le contrôle des diagnostiqueurs. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons plus spécifiquement avec eux depuis le début de l'année 2022. Et donc, nous envisageons un renforcement substantiel des obligations de formation initiale et continue des diagnostiqueurs, ainsi que de la fréquence et de l'efficacité des contrôles qui pèsent sur eux. Alors, en ayant en tête que les diagnostiqueurs immobiliers aujourd'hui sont
en fait contrôlés par des organismes de certification qui sont donc le dispositif de certification est un dispositif qui existe dans d'autres secteurs. Donc ce sont des organismes privés qui sont eux-mêmes accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui est une association qui elle-même est placée sous le contrôle du ministère de l'économie. Et donc quand je parle de renforcer la formation, les contrôles, c'est finalement renforcer des exigences qui concrètement vont être vérifiées par ces organismes de certification. Et donc il y en a un peu plus d'une dizaine. Nous travaillons également de manière étroite avec ces organismes de certification. Donc les diagnostiqueurs, du coup, ne sont pas, j'allais dire, directement sous le contrôle de l'État ou des services de l'État. Ce n'est pas le système actuel, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais il faut avoir en tête qu'il y a 10 000 professionnels, donc ce n'est pas un nombre négligeable, et que si on veut donc les contrôler, leur proposer des formations, et ça demande un certain nombre de moyens. Donc le dispositif de certification nous paraît de ce point de vue adapté, à condition que le niveau d'exigence soit rehaussé. Et donc, nous avons engagé cette discussion depuis le début de l'année 2022. Le ministre délégué chargé du logement devrait très prochainement, peut-être d'ailleurs dans un événement qui a lieu en l'occurrence demain matin, annoncer donc ce renforcement qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2024. Mais qui pourrait donner lieu à un texte réglementaire qui serait publié en milieu d'année 2023, avec ensuite un temps d'adaptation nécessaire pour notamment les organismes de certification. Donc on se dirige vers une exigence qui sera assez nettement renforcée à l'égard des diagnostiqueurs immobiliers. Et nous attendons bien sûr du renforcement de cette exigence une qualité plus homogène et donc une fiabilité renforcée des DPE. Il nous semble que les représentants des professionnels eux-mêmes ont bien entendu le message et je pense savent bien que d'une certaine manière il est de l'intérêt de leur profession que il y ait moins de critiques sur la fiabilité des DPE et que c'est finalement dans leur propre intérêt que ces évolutions sont lancées. Donc voilà où nous en sommes sur le DPE en ayant conscience du fait que la démarche que nous menons aura des effets qui seront progressifs au cours du temps. Je sais pas si... Je voulais simplement ajouter un propos. D'ailleurs, je commence également par... Excusez-moi, mais comme c'est très formalisé, oui. Il faut que, même si nous avons déjà entendu, que vous de nouveau vous prêtiez serment de dire la vérité, toute la vérité. Je le jure. Merci. J'allais justement proposer de commencer par cela. Je souhaitais simplement apporter un complément, mais je pense que tu as quasiment tout dit, François, sur le sujet de la dissociation et l'approche finalement décarbonation d'un côté, isolation de l'autre. Donc ça rejoint ce qu'on avait évoqué déjà il y a quelques semaines lorsque j'étais présent sur l'éventuelle concurrence d'objectifs que cette politique publique peut avoir dans un certain nombre de situations. En complément de ce que François a dit sur le fait de mettre en place des incitations suffisantes, de mettre en place des obligations suffisantes permettant de répondre à ces jalons, je pense qu'il y a aussi une question qui est liée à la capacité des filières économiques, de s'assurer qu'effectivement on utilise au mieux la capacité de ces filières pour atteindre ces objectifs, et évidemment en même temps qu'on travaille à les renforcer. Donc c'est un élément qui vient en complément de ce qui vient d'être dit, et qui fait partie évidemment des paramètres de l'équation, où évidemment il nous faut prendre en compte ces capacités de filière et travailler avec les filières pour développer leurs capacités pour atteindre les objectifs que l'on a. Et donc c'est un paramètre qui est quand même assez important, puisque aussi potentiellement limitant dans un certain nombre de cas. Alors, Madame la Présidente, vous m'avez ensuite interrogé sur les différents calendriers qui sont mis en place par la loi climat et résilience, s'agissant notamment de l'audit réglementaire et des règles de décence dans le secteur locatif. Alors, sur l'audit réglementaire,
Donc, il s'agit d'une obligation qui pèse sur les vendeurs ou les acquéreurs de logements F et G hors copropriété, qui vise donc à obliger pour ces transactions à la réalisation d'un audit énergétique. Alors, l'audit énergétique qui d'ailleurs s'ajoute au DPE qui doit également être fourni à cette occasion. Donc c'est là qu'on retrouve le rôle des notaires qui vont donc vérifier de manière systématique, et j'allais dire qu'on peut leur faire confiance sur la qualité de cette vérification, l'existence de ces diagnostics et audits lors de ces transactions. L'idée de l'audit énergétique, c'est de dire finalement dans ces transactions, bon, vous faites le choix de vendre ou d'acheter, surtout on sonde vers l'acheteur, une passoire énergétique, donc un logement très peu performant. Cet audit va vous expliquer en détail quelle est la performance du bien que vous achetez et ce qu'il faudrait faire pour le rendre plus performant. Donc c'est finalement un signal assez fort que le législateur a souhaité donner, j'allais dire, pour inciter à réaliser des travaux. Enfin, voilà, vous avez acheté un F ou G, vous avez maintenant un audit conséquent, allez-y. Enfin, je crois que c'est ça le message que la loi souhaitait donner. Alors, comme c'est un audit assez conséquent, il demande donc une analyse assez approfondie, qui est donc plus technique que le DPE, qui nécessite une qualification particulière. Et c'est au regard notamment du nombre de professionnels disposant de cette qualification que le gouvernement a été amené, lors de la sortie des textes réglementaires d'application, à 2 reprises finalement à décaler la date d'entrée en vigueur, qui donc est désormais dépassée, puisque le dispositif est entré en vigueur le 1er avril 2023, il y a donc quelques jours. Nous avons, en lien avec les professionnels, essayé au maximum d'inciter ceux qui ont les prérequis à se former à l'audit énergétique pour qu'on ait davantage de professionnels. Alors notamment, les diagnostiqueurs immobiliers, à condition de suivre une formation spécifique, peuvent réaliser les audits énergétiques quand il s'agit de maisons individuelles. Et ils viennent finalement s'ajouter aux environ 2000 professionnels, dont des architectes d'ailleurs, qui avaient déjà cette qualification pour rédiger des audits. En l'état, à peu près 1500 diagnostiqueurs se sont déjà formés pour l'audit énergétique, selon nos chiffres. Donc, vous voyez, ça a contribué, et grâce notamment au report qui a permis d'organiser les formations professionnelles, de s'intéresser au sujet, ça a permis de développer le vivier pour la réalisation de ces audits désormais obligatoires. Donc, il nous semble en l'état que ce nombre est globalement à peu près suffisant, même s'il y a des écarts importants entre départements. Et notamment, il y a un certain nombre de départements ruraux où il n'y a pas beaucoup d'auditeurs formés aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va donc essayer de suivre en lien avec les représentants des professionnels dans les semaines qui viennent. Mais actuellement, nous n'avons pas d'informations remontant notamment du Conseil supérieur du notariat sur des blocages particuliers. Donc, nous avons bon espoir que cette entrée en vigueur se déroule dans de bonnes conditions. Et il faudra voir ensuite quel effet elle va avoir, puisque finalement, comme je disais, c'est d'abord un signal, une expertise qui est apportée aux propriétaires et un élément d'incitation supplémentaire à la réalisation de travaux. Donc ça, on ne sait pas encore en tirer le bilan. Alors, le deuxième sujet, qui est sans doute encore plus important et emblématique, c'est la question des règles de décence sur les passoires énergétiques. Alors, sur ce sujet, le premier acte législatif en fait remonte à la loi climat-énergie de 2019, qui avait donc posé le principe plus de F et G en 2028, mais qui on avait fait une disposition de principe et sans la sortir d'outils juridiques particuliers.
Alors, la loi climat-résilience a donc été beaucoup plus loin, puisqu'elle a créé un cadre juridique beaucoup plus exigeant pour le secteur locatif, pas pour les propriétaires occupants, pour le secteur locatif privé et social. Donc vraiment la totalité du périmètre. Donc la logique de la loi climat et résilience, c'est de responsabiliser le propriétaire bailleur. Je pense que c'est un point très important. Donc de lui fixer des dates, de l'inviter évidemment à profiter des régimes d'aide financière qui existent, et ensuite de donner la possibilité aux locataires qui constaterait qu'il est encore dans une passoire énergétique, d'utiliser les moyens de droit commun qui existent déjà dans l'essence, donc se tourner vers le juge et obtenir, le cas échéant, que celui-ci enjoigne à la réalisation de travaux, voire modifie le loyer. Donc c'est un cadre qui est quand même, qui est assez exigeant à l'égard du propriétaire. Le seul élément, je dirais, de souplesse qui découle de la loi, c'est que celle-ci n'ayant pas prévu l'application au contrat en cours, la loi s'appliquera donc pour chacune des dates, soit pour les nouvelles locations, soit lors du renouvellement express ou tacite d'un bail, donc généralement au bout de 2-3 ans. Donc, ce qui amènera, selon les situations, à une application plus ou moins rapide. Néanmoins, ça veut quand même dire, si on prend l'exemple des G, que dès qu'on aura passé la date du 1er janvier 2025, le propriétaire d'un logement classé G, si son locataire décide de partir, ce qui peut arriver, je dirais, à n'importe quel moment après un délai de préavis assez court, il se trouvera en difficulté pour le relouer s'il n'a pas réfléchi à des travaux, préparé ceci dans l'intervalle. Et voilà. Et peut-être un mot sur la situation particulière du parc social, qui est soumis également à ces obligations et qui, je dirais, compte tenu de ses missions, de sa gouvernance, de la place en particulier des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes, se trouvera, je crois, dans une situation encore plus, j'allais dire, exigeante qu'un propriétaire privé, d'avoir lancé à temps les programmes de travaux nécessaires pour que le parc, qu'il n'y ait plus de logements G au 1er janvier 2025 et F au 1er janvier 2028. Alors ensuite, nous sommes évidemment conscients du fait que la mise en œuvre de l'obligation de décence, elle sera plus ou moins difficile selon les situations. Ça, c'est peut-être que d'autres interlocuteurs que votre commission a auditionnés ont abordé ce point. Et il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres. Alors, on peut penser notamment aux bâtiments anciens ou présentant un caractère patrimonial. Voilà, c'est vrai. Sachant que donc, ceux-ci sont concernés, le législateur n'ayant prévu qu'une mesure de tempérament, c'est le fait que dans ces situations, le juge civil, s'il était saisi, ne pourra pas ordonner de travaux qui porteraient atteinte au caractère patrimonial, mais il pourra en revanche prendre des décisions portant sur le loyer. Donc les immeubles patrimoniaux sont quand même bien inclus dans le dispositif tel qu'il est prévu par la loi climat et résilience. Et puis, donc ça, on est plus sur, j'allais dire, les obstacles techniques. Et puis, nous avons ensuite des obstacles qui sont plus, je dirais, de nature juridique, qui concernent notamment les copropriétés, avec donc les difficultés liées au mode de décision des copropriétés, aux règles de majorité, et aussi au fait que dans une copropriété, et c'est normal d'un point de vue technique, tous les logements n'ont pas la même performance. Et que donc on est assez fréquemment dans des situations où dans une copropriété, des logements des étages élevés, des logements de petite taille auront une performance moins bonne que les logements plus grands et plus bas.
ce qui conduit à ce que les propriétaires n'aient pas forcément les mêmes intérêts, pas forcément tous autant intérêt à aller vite dans la rénovation énergétique, et donc pas forcément les mêmes positions quand l'Assemblée générale est réunie pour autoriser des travaux. Donc ça, ce sont des difficultés qui sont tout à fait réelles, qui d'ailleurs ne concernent pas que la lutte contre les passoires, parce que finalement ce sont des difficultés de la politique de rénovation énergétique dans son ensemble. Et donc nous sommes conscients du fait qu'il n'y a pas de solution simple dans ces différents cas. Il y a évidemment une importance de l'accompagnement pour expliquer, pour essayer de détecter quels sont les programmes de travaux faisables. Dans un immeuble patrimonial, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, souvent par exemple l'isolation par l'extérieur, mais aussi des choses qu'on peut faire. Donc il ne faut pas avoir une approche, c'est pas parce qu'un immeuble est ancien qu'on ne peut pas améliorer sa performance, mais on ne peut pas faire la même chose. Dans les copropriétés, l'enjeu c'est plutôt d'essayer de réunir j'allais dire, les propriétaires sur des objectifs communs pour essayer d'avancer. Et bien sûr, les régimes d'aide jouent un rôle. Et c'est en copropriété, c'est notamment ce qui a motivé au 1er janvier 2023 l'amélioration substantielle du dispositif MPR copropriété. Quand je dis amélioration, c'est qu'il est devenu plus avantageux, concrètement, notamment avec une hausse des plafonds de travaux qui peuvent donner lieu ensuite à une aide en pourcentage. Alors, est-ce qu'ensuite, c'est un domaine sur lequel, les copropriétés, sur lequel nous poursuivons la réflexion actuellement? Parce que typiquement, il n'est pas sûr que les outils soient encore tous complètement adaptés à cette difficulté qui est réelle. Donc ça peut poser des questions de nouvelles évolutions juridiques du droit des copropriétés. Je le formule comme une question, c'est un sujet délicat. Y compris du point de vue du droit de propriété, mais ça peut être un élément de réflexion. Est-ce qu'il faut encore faire évoluer les aides? Il peut aussi y avoir des questions sur le financement du reste à charge pour les copropriétés, qui est un sujet assez complexe. Et c'est vrai que pour l'instant, le secteur bancaire n'a pas tellement l'habitude de prêter directement aux syndicats de copropriété. Ça ne fait pas partie, disons, des opérations courantes. Donc c'est aussi des réflexions que nous avons avec le secteur bancaire. Donc nous pensons plutôt qu'il y a encore des évolutions à mener sur l'ensemble des outils d'aide aux copropriétés. Ça fait en tout cas partie des réflexions actuelles des administrations et du gouvernement. Peut-être juste un point sur ça. Juste pour simplement dire que c'est en fait tout à fait cohérent avec ce que François disait tout à l'heure, sur le fait que dans l'évolution des dispositifs d'aide, il y a effectivement des réflexions pour s'assurer qu'on envoie les bons signaux incitatifs aux différents propriétaires, et en particulier pour ce qui est des rénovations globales. Donc là, le sujet est finalement en lien avec cela. On a la possibilité dans cette année, effectivement, de s'interroger sur la révision d'un certain nombre de dispositifs, et en particulier par rapport à ces obligations, quels signaux complémentaires incitatifs peuvent-ils être mis en place pour sortir de situations de blocage qui pourraient être rencontrées. Donc je pense que ça fait partie des axes de réflexion que l'on essaye de mettre en œuvre. Voilà, je ne sais pas si, Madame la Présidente, j'ai répondu à la première. Je crois que vous avez vraiment déjà très largement répondu à mes interrogations. Je vais laisser la parole à notre rapporteur. Eh bien, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur déjà pour l'ensemble de ces éléments. Moi, j'avais déjà, d'abord, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, une question peut-être d'ordre général. C'est vrai que vous avez dit que 2023 était un peu l'année de réflexion, en tout cas de transition sur toute la politique qui avait été mise en place et sur l'évolution future. S'il y avait peut-être justement une mesure, une orientation qui vous paraissait vraiment importante, en tout cas en termes d'amélioration, vous en avez un petit peu parlé juste à l'instant, mais qui vous paraît quand même prioritaire justement dans cette évolution, en tout cas de ce qui vient d'être mis en place, parce que c'est vrai que vous avez déjà parlé CITE, Prime Rénov, enfin voilà, toute cette évolution-là. Ça m'intéressait, voilà, d'avoir un petit peu cet élément-là.
Ensuite, vous avez parlé de l'amélioration de la qualité des DPE, qui effectivement était un enjeu important. Moi, j'avais juste une question sur les DPE. Donc, on va dire que c'est peut-être encore un peu tôt pour voir réellement si l'évolution elle est satisfaisante et voir un petit peu à l'échelle des différents contrôles. Et il y a peut-être un élément sur la question du confort d'été qui du coup n'est pas a priori pris en compte dans les DPE et dans les nouveaux DPE, et qui en fait mine de rien devient un élément très important, puisque on sait qu'on va être amené, enfin qu'on est déjà amené à des pics de chaleur et de canicules qui sont importantes, et notamment en ville. Et on sait qu'on ne va pas agir de la même manière, en tout cas sur certains bâtiments, à la fois pour le confort d'hiver ou le confort d'été. Enfin, en tout cas, pas forcément les mêmes résultats suivant les matériaux employés. Et donc je trouvais que voilà, cet aspect-là me paraissait important pour pas qu'on soit justement dans une démarche d'amélioration de l'habitat pour le confort d'hiver, tout en oubliant le confort d'été, et que du coup on soit obligé de remettre des politiques publiques en place pour le confort d'été. Peut-être une question aussi sur peut-être le lien aussi avec, parce que je sais que vous êtes en charge de ça, sur la réglementation environnementale 2020, et donc du coup sur le neuf, qui priorise plutôt justement les matériaux biosourcés. Et savoir si à la fois déjà cette réglementation sur le neuf, qui a d'ailleurs un peu du mal à se mettre en place, mais qui va savoir si vous la trouvez suffisamment performante, puisque les questions qu'on pourrait se poser, et en tout cas sur la RT 2012 par exemple, de se dire qu'on construit encore des bâtiments sur lesquels il faudra certainement revenir derrière parce qu'ils ne sont pas assez performants, quoi. Et donc comment vous voyez un petit peu cette évolution. Et puis ça me permet aussi de poser la question sur justement la question des matériaux biosourcés, de la filière, de la formation, de la question de la réglementation aussi sur l'ensemble de ces matériaux. Parce que c'est vrai que si on veut plutôt utiliser ce type de matériaux, qui en plus souvent ont des avantages justement à la fois sur le confort d'été et puis en termes aussi de développement local, voilà, comment vous voyez justement l'appui sur ces filières. Je pose une question parce que je vois que ma collègue qui est très attachée à la question de la rénovation n'est pas là ou n'est pas encore arrivée. Non, vous aviez mis, il y avait le label expérimental BBC Rénovation Patrimoine. C'est vrai que c'est un élément sur lequel on s'intéresse aussi. Vous l'avez dit, sur du patrimoine urbain, c'est parfois, on se pose beaucoup de questions sur la manière de pouvoir rénover. L'isolation extérieure n'est pas forcément la bonne solution. Il y a toute la question du type de matériaux, et du coup savoir un petit peu plus d'éléments justement sur ce label, et savoir si vous aviez un petit peu de recul sur ces dispositifs. Et puis vous avez, je terminerai par là, il y avait 2 dispositifs qui ont été mis en place, en tout cas auxquels vous avez participé, sur l'intelligence des bâtiments, et notamment en termes d'efficacité thermique. Vous nous en aviez un petit peu parlé la dernière fois, mais voilà, si on pouvait avoir des éléments sur ce dispositif-là, et puis sur le système de répertoire des locaux aussi, a priori sur lequel vous avez pu travailler, qui peut être aussi un élément intéressant et important. Et puis ma dernière question, vous avez parlé de l'interdiction progressive des passoires thermiques, et donc notamment dans la location. C'est un choix du coup qui a été fait, de dire on va plutôt interdire du coup des passoires thermiques, ou en tout cas certains types G, etc., tant qu'ils ne seront pas rénovés. Et c'est vrai quand on a auditionné un certain nombre de ministres, certains nous ont dit qu'il y avait une grosse réflexion sur savoir est-ce qu'on agissait de cette manière-là, ou plutôt on allait vers des rénovations à la vente, c'est-à-dire de rendre obligatoire justement à la fois le diagnostic lors d'une vente, et du coup la suppression des passoires thermiques, et donc l'obligation de faire des travaux lorsqu'il y a une vente. C'est pas le choix qui a été retenu, mais du coup je voulais avoir votre avis en tout cas sur ce dispositif, et si vous paraissez tout de même intéressant. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Alors, d'abord sur les orientations les plus importantes, donc peut-être pour l'année 2023,
J'en citerai deux. La première, c'est le déploiement de l'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc ça, c'est une mesure qui découle de la loi climat-résilience, mais qui n'est pas encore complètement en place. Et donc va être lancée en cours d'année 2023 la campagne d'agrément de ces accompagnateurs au-delà de ceux qui interviennent déjà dans le cadre des dispositifs de l'ANA et qui sont réputés avoir déjà cette compétence. Donc c'est une situation importante parce que, je dirais un peu comme pour l'audit réglementaire, le sujet c'est que pour qu'il y ait de l'accompagnement, il faut qu'il y ait des accompagnateurs compétents. Et donc il y a une question de nombre et de répartition sur le territoire qui est très importante. Et donc, si on veut, par exemple, augmenter les rénovations performantes avec un accompagnement, il faut avoir à la fois des entreprises pour faire les travaux et des accompagnateurs. Donc, cette partie agrément, elle est très importante. Il faut donc qu'il y ait des accompagnateurs qui soient intéressés. Et il faut évidemment que la phase administrative d'agrément se déroule dans des délais raisonnables, ce qui va dépendre d'une sorte d'équilibre offre-demande qui n'est pas totalement simple pour les services déconcentrés de l'État. Donc ça va être un élément, une action très importante jusqu'à la fin de l'année 2023 pour que vraiment en 2024, on ait suffisamment d'accompagnateurs. Et je dirais que le deuxième sujet, c'est quand même la progression des volumes, parce que face à nos objectifs de décarbonation, nous savons que nous arrivons déjà à des niveaux substantiels d'économie de gaz à effet de serre, puisque sur l'ensemble des dispositifs relevant de MaPrimeRénov', ça représente dans nos estimations 1,6 million de tonnes d'économie de gaz à effet de serre pour une année de travaux, à comparer à des émissions totales du secteur du bâtiment résidentiel qui sont de l'ordre de 45 millions de tonnes par an pour le résidentiel. Donc c'est pas du tout négligeable. Je parle bien de ce qu'on atteint à partir des travaux aidés sur une année. Donc 1,6. Ensuite, si tout est constant, c'est 2 fois plus après 2 ans, etc., etc. Mais donc c'est encore insuffisant par rapport à l'objectif très important, très ambitieux qui découle du paquet climat européen, donc de baisser de moins 55% en 2030 par rapport à la référence 1990. Donc il faut aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut faire des rénovations sans doute en moyenne plus performantes, mais il faut en faire aussi plus. Donc je pense que l'enjeu de volume, c'est quand même le deuxième point qui est absolument majeur dans la période immédiate. Sur la question du confort d'été. Alors, le confort d'été n'entre pas dans le calcul de l'étiquette du DPE, ABCD, etc. Mais il y a quand même un indicateur de confort d'été qui est mentionné sur le DPE. Mais je dirais que c'est une sorte d'indicateur complémentaire qui donne une information, mais qui ne joue pas de rôle en particulier dans la trajectoire d'indécence telle qu'elle a été fixée par la loi climat et résilience. Alors, le confort d'été, c'est clairement un sujet qui est important et qui va l'être de plus en plus. D'ailleurs, il y a dans le 9, vous évoquiez la RE 2020, pour le coup, une exigence réglementaire sur le confort d'été. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas le cœur, ça n'est pas le cœur, j'allais dire, de la réglementation sur la performance. Je pense que c'est lié au fait que à l'heure actuelle, dans notre pays, il n'y a pas encore, disons, une habitude de généralisation de la climatisation. Et donc, d'une certaine manière, les questions de confort d'été ont encore un impact finalement assez modéré sur nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne dis pas qu'après, il y a des enjeux de santé publique qui sont par ailleurs très importants, mais du point de vue de la trajectoire carbone, c'est un impact qui n'est sans doute pas le même que dans d'autres pays où il y a des habitudes différentes. Et je pense que c'est ce qui explique que jusqu'à présent, cette question de l'impact carbone, du lien entre la trajectoire carbone, le confort d'été des logements, et du coup, si un logement est confortable, il y a besoin ou pas d'une climatisation pour atteindre une telle référence de température. Ce sujet est pour l'instant
voilà, peut-être à tort, n'est pas au cœur effectivement de la réglementation. Je ne sais pas si c'est une question qu'il faut peut-être aborder de manière plus précise à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment l'objet d'une réflexion à notre niveau, hein, mais je pense que c'est tout dépendra de cette question des comportements sur l'impact des appareils de climatisation notamment. Sur la R20, par rapport à ce que vous dites, non, c'est vrai que sur le risque peut-être, et notamment avec MaPrimeRénov', qui a quand même financé beaucoup de changements de chaudière, une grosse proportion, et plutôt des pompes à chaleur, et donc souvent des pompes à chaleur qui sont réversibles, et donc du coup on va quand même vers cette possibilité de climatisation. Et comme on sait qu'on va vers des températures qui vont être de plus en plus élevées, du coup ce risque justement d'utilisation et nécessité d'avoir la consommation d'électricité beaucoup plus forte, notamment l'été. Oui. Non, mais vous avez entièrement raison, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que pour l'instant, je dirais, et peut-être à tort, hein, le développement de la climatisation n'est pas encore apparu comme un facteur, j'allais dire, très important soit dans la consommation d'énergie, soit dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, il n'est pas vraiment au cœur du dispositif. Mais je reconnais que c'est peut-être un sujet qui devrait être davantage approfondi. Peut-être juste un point, d'un point de vue purement technique, l'essentiel des pompes à chaleur installées, en tout cas en majorité, sont des pompes à chaleur RO, sans entrer dans un grand détail technique, mais pour l'essentiel ne permettent pas de générer du froid de manière aisée dans les logements. Il y a tout un tas de conditions à respecter. Donc l'effet rebond qui pourrait être dû à l'utilisation de pompes à chaleur en été, il existe. Il est pour autant pas, il n'y a pas un ratio 1 pour 1. Toutes les installations ne permettent pas de générer du froid. Donc, je pense que cette thématique, d'un point de vue technique, elle est suivie au niveau de l'administration. Mais effectivement, comme l'évoquait François à l'instant, il n'y a pas aujourd'hui de dispositions qui ont été prises pour, par exemple, mettre en place des obligations particulières ou bien réfléchir à des incitations particulières pour limiter l'usage ou limiter le développement de pompes à chaleur réversibles, par exemple. Il n'y a pas de choses de ce type-là qui ont été prises à ce stade. RE 2020, disons, notre analyse, c'est que c'est une réglementation qui est très ambitieuse en comparaison internationale, d'autant que, comme vous le savez, elle va être rendue plus ambitieuse par étapes. Donc là, tout de suite, nous sommes dans la première étape. Il y a une deuxième étape en 2025, une deuxième étape en 2028. Elle est aussi ambitieuse parce qu'elle implique donc des calculs sur l'ensemble du cycle de vie, des exigences qui portent à la fois sur l'énergie, sur le carbone, sur le confort d'été et sur la performance intrinsèque du bâtiment. Donc, on n'en est effectivement qu'au début, puisque c'était les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2022, et donc, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu une vague de dépôts juste avant, ce qui fait qu'en pratique, elle s'est appliquée de manière progressive au cours de l'année 2022. Mais bon, après tout, ce type de transition, voilà, si ça aide les professionnels, c'est pas forcément choquant. Donc le degré de recul est encore assez faible. Malgré tout, les retours que nous avons sont globalement positifs, au sens où les professionnels arrivent à respecter la réglementation de cette première étape. Ça sera peut-être plus contraignant ensuite. Donc je dirais pour l'instant, nous n'avons pas... Enfin, nous pensons que cette réglementation est correctement dimensionnée, qui serait quand même difficile de la rendre encore plus ambitieuse. Hein. Donc ça, c'est pas vraiment... dès lors qu'il y a des étapes qui viennent devant nous... c'est une réflexion que nous n'avons pas. Nous considérons que pour l'instant c'est déjà beaucoup et qu'il faut appliquer jusqu'à l'échéance 2028. Voilà, donc rapidement peut-être, mais ce que nous avons en tête sur la RE 2020, sachant que, comme vous savez peut-être, elle ne s'applique pas encore à la totalité du secteur tertiaire, hein, mais uniquement aux bureaux et aux bâtiments scolaires. Et pour le reste,
qui sont des bâtiments tertiaires qui sont extrêmement disparates, en fait, l'élaboration de la réglementation est toujours en cours. Et donc, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est la réglementation précédente qui continue à s'appliquer dans ces cas. Vous avez évoqué... sur ce point, je pense que la question portait aussi en creux sur la rénovation en tant que telle. Est-ce qu'il y avait peut-être un lien à faire sur la rénovation ? Peut-être ce qui peut être mentionné ici, c'est plutôt les réflexions du côté du score carbone des matériaux, comme étant un axe de réflexion pour que la rénovation puisse embarquer aussi une dimension carbone. Et donc à ce stade, il n'est pas envisagé, sous ton contrôle François, il n'est pas envisagé par exemple qu'une réglementation portant sur la rénovation embarque un calcul carbone analogue à celui qu'on trouve dans la RE 2020, pour être clair sur le parallèle que vous faisiez. Vous m'avez ensuite interrogé sur la question du label expérimental BBC Rénovation Patrimoine. Alors c'est effectivement une démarche qui est menée par l'association EFI Énergie en lien avec nous et avec bien sûr le ministère de la Culture. Donc ça s'est déroulé depuis 2020 jusqu'à 2022 et le bilan est en train d'être finalisé. Donc, c'est une expérimentation sur un nombre réduit de bâtiments, puisqu'au total, il y a une vingtaine de sites qui ont pu être analysés complètement. Dans les premières leçons de cette expérimentation, il y a le fait que, comme on pouvait s'y attendre, les bâtiments patrimoniaux sont un peu, j'allais dire, chacun unique en son genre, et que donc il faut une grande adaptation aux situations particulières. Enfin, plus, c'est ça, ce que je dis là est vrai pour tout bâtiment, mais plus encore pour les bâtiments patrimoniaux. Ensuite, malgré tout, les analyses qui sont faites montrent qu'on peut atteindre, dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, des performances intéressantes allant jusqu'au label BBC Rénovation, des performances équivalentes au label BBC Rénovation qui est déjà existant sur l'ensemble du patrimoine, à condition de bien identifier les programmes de travaux possibles et compatibles avec le caractère patrimonial des bâtiments. Et pour cela, il apparaît dans l'expérimentation qu'un diagnostic, qu'on peut appeler diagnostic patrimonial, assez spécifique, est nécessaire dans chaque cas. Donc finalement un diagnostic plus poussé que celui qu'on est amené à réaliser dans un bâtiment plus standard. Donc voilà, ces éléments sont intéressants. Ils montrent, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il ne faut pas désespérer de la capacité à améliorer la performance des immeubles anciens. Je pense que c'est un point important. C'est sans doute un message à faire passer parce qu'ils sont évidemment très fréquents sur l'ensemble dans notre pays. Enfin, et c'est d'ailleurs une chance. Et c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à un certain niveau de performance énergétique, mais il faudra traiter au cas par cas et sans doute avec des compétences assez spécifiques. Et donc là, on retombe sur la capacité des professionnels de tout type à répondre à la demande sur un sujet demandant des capacités particulières. Sur l'intelligence des bâtiments, alors, de manière générale, cette question d'avoir des dispositifs qui permettent d'adapter les systèmes de chauffage à la présence des occupants, à la température, aux conditions d'usage, c'est un sujet qui est apparu fortement dans le cadre des travaux sur la sobriété énergétique qui ont été menés pour le plan de sobriété énergétique donc, qui a été présenté par le gouvernement en octobre dernier. Des évolutions réglementaires sont en cours, notamment pour imposer dans tous les logements des dispositifs de régulation de température. Donc, à échéance de mémoire 1er janvier 2025. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais voilà, il y a un horizon qui est relativement court.
et qui sera sans doute une obligation non négligeable pour les propriétaires, parce que de tels dispositifs peuvent présenter un coût, mais aussi avoir un impact tout à fait substantiel sur la consommation. Bon, le cas typique étant évidemment les Français qui se rendent à leur travail, reviennent, et donc si on a une régulation de la température intelligente, on peut, j'allais dire, quasiment pas s'apercevoir du fait que la température a baissé dans la journée, tout en ayant économisé sur sa facture. Donc c'est bien ça l'enjeu. Bon. Donc ça c'est j'allais dire le premier niveau d'intelligence du bâtiment. Il y a d'ailleurs un décret un peu analogue qui sera pris aussi pour le secteur tertiaire. Et puis, il y a des approches qui sont plus sophistiquées, donc notamment à travers l'indicateur dit SRI, Smart Readiness Indicator, qui découle de la directive européenne sur la performance énergétique du bâtiment, donc qui a été introduit en 2018 dans un cadre volontaire ou expérimental. Ça n'était pas une obligation pour les États membres. Donc la France a mis en place cette expérimentation sur laquelle nous allons avoir un retour au cours de l'année 2023 et qui porte sur une trentaine de bâtiments tertiaires et résidentiels. Donc nous aurons clôturé cela en juin et nous pourrons transmettre un rapport à la Commission européenne au second semestre 2023. Donc ça permettra d'analyser de manière extrêmement précise sur ces cas combien on peut gagner grâce à quel dispositif. Et clairement, il y a là un potentiel important à la fois pour le neuf, mais aussi pour l'existant. Donc finalement, on évoquait tout à l'heure les changements d'énergie, la performance de l'enveloppe. L'intelligence du bâtiment, c'est en quelque sorte un troisième levier qui peut, dans certains cas, compenser le fait qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on souhaite sur les deux premiers. Je pense qu'il faut l'analyser comme ça et qui présente un coût, mais qui en réalité est souvent en fait bien moindre que les coûts de travaux. Donc il y a là un potentiel tout à fait substantiel et c'est clairement un domaine dans lequel il faut poursuivre les travaux. Sur le répertoire sur l'identification, le répertoire des locaux, alors c'est effectivement quelque chose qui pourrait aider, notamment dans le suivi de la politique de rénovation énergétique, qui est aujourd'hui une difficulté substantielle. Vous savez que les données dont nous disposons sur la performance du parc, elles présentent encore aujourd'hui un certain degré d'imprécision. Elles sont basées sur des DPE qui ont été faits ou pas. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de réaliser un DPE si vous êtes dans le même logement depuis 25 ans. Donc il y a des parties entières du parc sur lesquelles on peut faire des hypothèses, des calculs, raisonner à partir de logements analogues sur lesquels il y a un DPE, mais on n'a pas la donnée de base. Et il faut tenir compte aussi des conséquences des réformes de la fiscalité locale et donc de la disparition de la taxe d'habitation. Donc on s'appuiera à l'avenir sur l'identification fiscale du local qui est développée par la Direction générale des finances publiques. Dès cette année, tous les propriétaires devront faire une déclaration qui sera de nature fiscale, puisqu'elle peut avoir des conséquences, notamment sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais qui aura aussi un intérêt de connaissance du parc immobilier et de suivi sur l'utilisation des locaux dont ils sont propriétaires. Donc, il faudra à l'avenir s'appuyer sur cet identifiant, et notamment pour le suivi des diagnostics de performance énergétique et des audits réglementaires que nous allons d'ailleurs également collecter comme nous le faisons pour les DPE. Donc néanmoins, pour l'instant, cette utilisation n'est pas encore opérationnelle. C'est une perspective, mais il y a un certain nombre de difficultés techniques et informatiques qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas pu être résolu complètement. Donc c'est plutôt à échéance 2024, mais en effet ça sera à l'avenir un élément important pour le suivi du parc. Sur l'hypothèse d'obligation de rénovation à la vente, c'est un sujet qui
à ma connaissance, a déjà donné lieu à diverses réflexions au cours des dernières années. C'est des sujets qui ont pu apparaître dans un certain nombre d'études, peut-être même aussi dans les débats parlementaires sur un certain nombre de textes. Bon, ça fait partie des questions qui restent posées sur l'avenir, sur lesquelles nous avons poursuivi récemment un certain nombre de travaux juridiques et techniques, mais sur lesquels il n'y a pas encore aujourd'hui de position du gouvernement. Et c'est un sujet qui présente des complexités, au sens où on peut peut-être plus facilement le concevoir pour des mutations de maisons individuelles. Donc là, on peut imaginer en tout cas un système où effectivement, quand vous achetez une maison individuelle, si elle n'a pas atteint un certain niveau de performance, on pourrait imaginer une obligation de réaliser des travaux. Alors déjà, il faut se demander jusqu'à quel point, jusqu'à quelle performance, qui la contrôlerait, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions complexes qui sont posées. Et puis ensuite, il y a la question des lots de copropriété, qui est plus délicate, puisque dans une copropriété, on peut faire certaines choses dans les parties privatives, mais malgré tout, l'essentiel de l'amélioration de la performance, elle se fait par des travaux sur les parties communes, sur le système de chauffage s'il est collectif. Et comme on le disait tout à l'heure, ça dépend là de décisions qui sont collectives. Donc, dans quelle mesure l'acquéreur d'un lot de copropriété pourrait se voir imposer une obligation de réaliser des travaux qu'il ne décide pas à titre personnel, c'est une question qu'il est difficile de résoudre. Alors, est-ce qu'il faudrait lui imposer une autre obligation analogue? Bon, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Donc, ce sujet, voilà, je pense, il fait toujours partie du paysage des réflexions sur la rénovation énergétique, mais il est techniquement, juridiquement difficile. Et puis, je pense qu'il est également sans doute sensible parce que ça serait une obligation quand même importante pesant sur les propriétaires. Donc voilà, c'est vraiment un sujet sans doute de débat parlementaire. Voilà. En tout cas, nous n'avons pas, actuellement, il n'y a pas de position du gouvernement pour aller en ce sens. Et comme je le disais, la réflexion technique est complexe et de toute façon pas complètement aboutie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, le temps nous presse. Je vais laisser la parole à Daphné Macgradou, pour une question. Merci, madame la présidente. Deux remarques par rapport et puis après des questions par rapport au confort d'été. Ce qui me semblerait quand même intéressant, c'est de pouvoir l'avoir en tête ou que ça soit un peu plus corrélé aussi à la partie rénovation énergétique, parce que notamment sur des choix de solutions, on pourrait privilégier des choix de solutions qui permettent de répondre aux deux. C'est-à-dire que en termes, il y en a qui sont plus favorables à pouvoir répondre en fait hiver, été, et ça pourrait être aussi, c'est mieux d'y penser avant qu'après, quand on fait des choses successivement entre la partie hiver et été. Donc, parce qu'en fait, là, vous avez parlé essentiellement des ventilateurs, la clim, mais en fait, il y a d'autres solutions que de passer par la clim, même si la clim est pénalisante en termes de consommation électrique. Mais donc, je pense qu'il y a peut-être un angle d'attaque sur le fait de pouvoir répondre aux deux quand il y a un sujet. Ça peut passer par la couleur des volets. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont une influence et qui sont finalement peut-être intéressantes à intégrer à la réflexion tout de suite. Sur ce qu'on vient de dire sur la transmission à la vente, je pense à l'analogie, je ne sais pas où ça en est, mais quand on a les BRS, en fait, sur la transmission finalement de la charge aux locataires successifs. Donc peut-être avoir un angle d'attaque par rapport au montant des travaux importants, de pouvoir faire glisser aussi les obligations sur soit les futurs acquéreurs, soit les futurs locataires. Et c'est peut-être une analogie à trouver. Par rapport aux objectifs 2030 et au secteur du logement social et du collectif et la question du temps long et des travaux saucissonnés, pour bien me rendre compte, parce que représente l'objectif 2030 en fait pour les collectifs, puisqu'en fait on sait qu'il y a un chiffre de 35 millions de bâtiments à rénover. Il y a aussi les 15 kilos CO2 mètres carrés, etc. Donc, mais quelle est la traduction en fait pour le logement social et le logement collectif en général? Et parce que ma question en deuxième détente, c'est qu'en fonction du référentiel qu'on a pour 2030,
comment, parce que vous sembliez dire qu'il va peut-être falloir quand même qu'ils saucissonnent pour pouvoir répondre aux objectifs, mais comment on peut allier par rapport à ces objectifs-là, le fait de saucissonner le moins possible. Est-ce que, parce que les bailleurs, il y a une obligation de fusion et de réunion des bailleurs pour augmenter la taille du parc, est-ce que ces objectifs, ça sera au parc? Est-ce que c'est à l'opération? Voilà, comment on peut essayer d'allier les deux entre les objectifs 2030 et le fait d'aider, on va dire, le logement social à faire sa mue de ce côté-là aussi. Une question aussi par rapport aux architectes. À l'heure actuelle, s'il n'y a pas d'obligation, en fait, si on fait une rénovation globale de quel que soit le bâtiment, la même obligation dans la construction par rapport aux 150 mètres carrés, de faire appel à un architecte. Donc si on rénove globalement la tour Pleyel, en fait, on n'a pas d'obligation, si c'est que pour la rénovation énergétique, et en fait, ça a un impact quand même assez important. Vous en parliez aussi des architectes par rapport au fait d'être des conseils aussi sur la partie énergétique. Donc il y a peut-être un trou dans la raquette là par rapport à l'intervention des architectes. Et dans le même registre, sur les ABF, est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur une charte, une doctrine qui permettent en fait sur l'intégralité de la France, alors par rapport au réno énergétique, mais aussi par rapport à l'intégration des énergies renouvelables, d'avis cohérents, de chartes, comme il pourrait y avoir, comme les chartes des PNR, etc., qui permettent au moins de concourir à atteindre les objectifs, ou en tout cas pas trop les freiner, tout en mettant les réserves qu'on a mis tout à l'heure sur la partie patrimoniale, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire, parce qu'on sait que en termes d'égalité de traitement et d'égalité du territoire, même si chaque bâtiment a sa spécificité, il y a peut-être des marges de progression. Merci, Madame la sénatrice. Alors, oui, sur la cohérence et sur la question du confort d'été. Alors, oui, peut-être que je me suis mal exprimé. Alors, d'abord, je ne cherchais pas du tout à inciter au développement de la climatisation. Je veux dire, je me félicitais au contraire du fait que, pour l'instant, beaucoup de Français continuent à passer l'été sans climatisation. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter que ce réflexe se généralise, parce qu'il coûtera beaucoup d'énergie et d'émissions de CO2 sans doute aussi. Et donc ça serait vraiment une mauvaise chose. Et donc, en effet, quand on réfléchit au confort d'été, si on peut se passer de climatisation, c'est encore mieux. Donc, il y a beaucoup d'autres sujets tenant à l'aération, à l'isolation des murs, à la possibilité d'occultation du côté du soleil, etc., qui, une fois qu'on a fait les travaux, évite ensuite de mettre en place des dispositifs de rafraîchissement mécanique qui coûtent de l'énergie. Et vous avez raison de dire que c'est encore mieux si ce qu'on fait pour réduire le besoin de chauffage est également utile pour le confort d'été. C'est en partie, je dirais, c'est presque systématiquement le cas, je pense, quand on fait de l'isolation. Mais en revanche, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure les changements d'énergie, ils n'ont pas forcément un impact sur le confort d'été. Oui, je pense que vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, cette réflexion sur la cohérence des deux, elle est peut-être pas suffisamment systématique. Je pense qu'en effet, de ce point de vue-là, la réglementation ou même les consignes qu'on donne sur le contenu des audits énergétiques ne sont peut-être pas suffisamment exigeantes. Ça serait un point qu'il faudrait peut-être qu'on regarde de plus près. Je pense effectivement, dans les axes de réflexion qu'on pourrait embarquer, c'est probablement les recommandations de travaux qui sont dans certains dispositifs, notamment l'audit énergétique, qui pourrait potentiellement embarquer cette dimension-là. Évidemment, c'est un point qu'il nous faudrait instruire. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure où on parle, mais ce serait le bon endroit pour pouvoir faire des recommandations associées, avec le bémol qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir le fait qu'on n'a pas aujourd'hui mis en place de dispositifs d'aide, de dispositifs incitatifs particuliers sur ces équipements techniques.
Non, mais juste, par exemple, vous prenez une toiture terrasse qui doit être amenée à être refaite. Si elle est refaite en matériaux clairs plutôt qu'en matériaux foncés, en fait, ça ne change pas le coût. Et pour le coup, on a une réelle différence. C'est exactement ça, effectivement. Ou le choix de matériaux, un isolant qui permet d'avoir une meilleure inertie thermique, ou effectivement des stores extérieurs, comme on l'indiquait à l'instant. Tout à fait. Non, mais je pense que vous avez raison de souligner que la question du confort d'été n'est peut-être pas prise en compte encore de manière assez systématique dans l'ensemble à la fois de la réglementation des régimes d'aide. C'est sans doute... il y a eu des évolutions. Bon, comme on disait, dans la RE 2020, il y a une obligation réglementaire sur le confort thermique, mais je ne suis pas sûr que ça mériterait peut-être d'améliorer et de mener une revue globale sur la partie rénovation pour être plus pertinent sur ce point. S'agissant du logement social, alors il y a une première question, c'est finalement quelle va être la trajectoire ou l'objectif du secteur, notamment pour 2030. C'est pas une question, pour l'instant en tout cas, cet objectif, j'allais dire, ce qui découle de la loi pour le logement social, c'est les mêmes règles que pour le secteur privé s'agissant des passoires. Bon. Donc éliminer les passoires, c'est un aspect très important, mais qui ne sera sans doute pas suffisant en matière de décarbonation. Donc après, est-ce que le secteur se fixera lui-même ou dans un cadre contractuel avec l'État ou le cas échéant de manière obligatoire un objectif pour 2030? C'est une question qui est encore ouverte. Pour l'instant, nous avons mené au niveau des administrations des travaux techniques sur ce que pourrait être cette trajectoire qui, depuis quelques semaines, font l'objet d'échanges avec l'Union sociale pour l'habitat, qui, je crois, les a partagés avec ces fédérations. Mais on en est, pour l'instant, à un travail qui est très agrégé. Les organismes sont dans des situations très différentes. La performance de leur parc dépend beaucoup, et c'est normal, de l'âge de ce parc. Donc il y a une assez grande variété de situations. Il y a des bailleurs qui ont très peu de passoires, il y en a qui en ont plus de 20 voire 30%. Enfin, c'est très disparate. Donc ça, c'est une complexité supplémentaire. Donc on est encore dans comme je le disais, dans une réflexion agrégée, et je ne sais pas encore vous dire quelle traduction aura précisément cette trajectoire qu'il faut sans doute sur le principe définir pour le secteur du logement social, dont on va attendre qu'il joue un rôle d'entraînement aussi sur ces questions de lutte contre le changement climatique. Donc vous savez que par ailleurs, il y a actuellement des discussions plus larges entre le gouvernement et le secteur en vue de la conclusion d'un pacte de confiance. Donc est-ce que ce sujet de la rénovation pourrait sans doute en être un élément. En tout cas, Et alors, la seconde vie des bâtiments, c'est effectivement un concept de rénovation très performante qui est poussé par les représentants des bailleurs sociaux et qui a fait l'objet d'échanges approfondis avec le gouvernement, et que nous expérimentons cette année dans le cadre d'une enveloppe du Fonds national des aides à la pierre pour 1000 logements. Donc c'est pas gigantesque, mais ça permettra de tester. Donc c'est un concept intéressant, mais qui, à notre sens, ne concernera qu'une partie des rénovations énergétiques à mener dans le parc social. Toutes les rénovations ne pourront pas être très performantes, en tout cas très performantes en une étape. Autrement, j'allais dire, on n'y arrivera pas, entre guillemets, que ça soit d'un point de vue opérationnel ou financier. Mais c'est un concept qui reste intéressant sur un sous-segment, et donc on est en train d'y travailler et d'envisager la prolongation ou le développement de cette expérimentation pour 2024. Vous évoquiez la question du rôle des architectes. Alors, il me semble que sur ce point, on ne peut pas non plus, dès lors qu'il va y avoir une obligation d'accompagnement sur une partie importante des rénovations performantes aidées dans le cadre de MaPrimeRénov',
Bon, les architectes peuvent eux-mêmes demander à être agréés comme accompagnateurs, et je pense que c'est une très bonne chose que cette profession soit bien représentée parmi les accompagnateurs. Je ne sais pas s'il faut ajouter à ça de manière séparée une obligation d'architecte. Alors, vous évoquiez un cas qui n'était pas celui de particulier, si j'ai bien compris, mais plutôt d'immeubles collectifs. Oui, bien sûr. D'immeubles collectifs. Oui, c'est une réflexion qu'on n'a pas menée jusqu'à présent. C'est pas pour l'instant particulièrement envisagé. S'agissant du rôle des architectes des bâtiments de France, alors d'abord, je dirais sur ce point, nous travaillons dans le cadre de la loi qui donne un certain nombre de compétences au service du ministère de la Culture pour protéger le patrimoine. Donc, c'est un objectif très important et voilà. Donc, je ne me situe en aucun cas dans une attitude de critique de ce que font les services du ministère de la Culture. Donc nous nous efforçons d'avoir un dialogue régulier avec la Direction générale du patrimoine, parce que c'est néanmoins important d'essayer d'informer le réseau des ABF des problématiques dont nous parlons, la rénovation énergétique, mais aussi l'installation vous l'avez évoqué, de dispositifs de production d'énergie renouvelable. C'est deux sujets assez connectés quand même. Et donc sur ce deuxième sujet, en lien avec le projet de loi, que la loi désormais accélération des énergies renouvelables, une instruction interministérielle a été diffusée avec l'objectif d'harmoniser la doctrine des services du ministère de la Culture sur l'installation essentiellement de panneaux solaires sur les bâtiments patrimoniaux, ce qui est un sujet qui n'est pas du tout simple. Et il faut reconnaître que c'est pas toujours, ça ne va pas toujours de soi en termes de qualité esthétique. Donc il faut prendre un certain nombre de précautions, c'est normal, mais il est mieux que la doctrine soit relativement homogène. Donc ça, c'est sur l'installation c'est pour la production d'énergie renouvelable. Sur la rénovation énergétique, ils vont également être amenés à intervenir dans un certain nombre de cas. Faudra-t-il aussi une doctrine harmonisée? Je pense que pourquoi pas. Enfin, ça fait partie des questions qui se posent, mais en tout cas, nous proposons de le faire en bonne intelligence avec le ministère de la Culture, et je pense qu'il faut plutôt s'efforcer de démontrer que la rénovation est possible aussi dans les bâtiments patrimoniaux et en respectant leur caractère patrimonial. Et ça n'aurait pas de sens de chercher à mon sens, enfin, je crois qu'on ne peut, ça n'aurait pas de sens d'essayer d'assouplir les contraintes patrimoniales. Je pense d'ailleurs que ça ne serait pas accepté rapidement au niveau local par tous les acteurs, et je pense que ça n'est pas souhaitable, et qu'il faut qu'on essaye de concilier au maximum les deux, et dans un souci de préservation du patrimoine, évidemment. Écoutez, merci beaucoup. C'était une audition très intéressante et très complète, qui a débordé sur notre temps qui était prévu, mais vous avez vraiment été, je pense peut-être pas complètement exhaustif, mais en tout cas très très précis. S'il y a des points par rapport au questionnaire que nous vous avons envoyé qui n'ont pas été évoqués et que vous souhaiteriez nous donner quelques éléments de précision, n'hésitez pas à les faire remonter au secrétariat de la commission. Voilà, merci beaucoup à tous les deux et bonne fin d'après-midi.